Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir ici la directrice de l'Alliance française à Santiago, Madame Prévost. Bonjour. Elle nous rend visite aujourd'hui car elle va remettre le diplôme officiel du DEL aux élèves qui se sont présentés aux épreuves en février et juin 2017. Nous allons donc essayer de connaître un peu mieux cette femme qui a consacré toute sa vie professionnelle à l'enseignement d'une langue que nous aimons beaucoup. Madame Prévost, bonjour. Bonjour. Avant tout, nous tenons à te remercier d'avoir accepté notre invitation car nous savons que vous êtes très occupée et nous voudrions parler avec vous un peu de votre vie professionnelle, mais aussi un peu de votre vie personnelle. Et alors, quel a été votre premier contact avec la langue espagnole? Alors d'abord, en premier lieu, je voudrais d'abord remercier le collège et vous-même de m'avoir invité pour cette interview et vous dire que je suis toujours à votre disposition et que je viens ici voilà, très, très agréablement et ça me fait très plaisir de venir avec vous et d'avoir un contact plus direct avec les candidats qui se sont présentés au DELF. Donc, pour répondre à ta première question, je vais te tutoyer. Hein. Simplement te dire que vous dire que j'ai commencé à apprendre l'espagnol à l'âge de 12 ans dans mon lycée en France et que c'était ma deuxième langue vivante après l'anglais, bien sûr. Hein. Et depuis combien de temps habitez-vous en Espagne? Alors, en Espagne, j'habite en fait depuis de très nombreuses années parce que j'ai toujours été séduite par ce pays, par l'Espagne. Et quand j'ai commencé à étudier l'espagnol, j'ai décidé que je ferais ma vie en Espagne. Donc, en fait, c'est un rêve qui s'est réalisé. Et j'ai fait mes études supérieures à la Sorbonne à Paris. Et ensuite, lorsque j'ai terminé donc, ce qui était ma licence, j'ai préparé ma maîtrise et après ma thèse de doctorat en Espagne. Donc je suis arrivée en Espagne vers l'année 75. D'accord. Et comment êtes-vous devenue directrice de l'Alliance française à Santiago? Ouf. Alors c'est un long parcours. J'ai d'abord résidé en Espagne à Salamanque. À Salamanque, j'étais professeur à l'université et par un concours de circonstances personnelles, je me suis déplacée à Santiago. Et bien sûr, comme les postes universitaires ne sont pas directement attribués dans une université dans une autre, je suis arrivée ici, je n'avais pas de travail. Et en fait, j'ai été contactée par la directrice de l'Alliance française à l'époque, qui était Madame Jourdan, pour travailler comme professeure. Et c'était en 1980. Et 2 ans après, on m'a proposé la direction. Et donc, en fait, depuis 82, j'exerce comme directrice de l'Alliance française de Santiago. Donc, ça fait de nombreuses années. Et en quoi consiste le travail de directrice d'une alliance? Alors, la directrice d'une alliance, en fait, elle a plusieurs casquettes. Elle doit s'occuper de l'aspect pédagogique de l'institution, mais elle doit s'occuper aussi des affaires culturelles, puisque on verra peut-être après, l'Alliance française a pour mission de diffuser la langue, mais aussi la culture française. Donc ça, c'est un aspect aussi auquel on doit s'occuper. D'autre part, il y a aussi toutes les tâches administratives qu'il faut assumer. Et ça fait beaucoup de travail. Mais il faut que vous sachiez que moi, je joue simplement le rôle de directrice, mais qu'en fait l'Alliance française est une association. Et qu'en tant qu'association, il y a un comité directeur avec un président et des membres de cette association qui vont, disons, prendre les décisions finales. D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer les rôles des alliances dans le monde? Alors, comme je vous ai dit avant, en fait, l'Alliance française a été fondée en 1883 à Paris, avec pour objectif la diffusion de la langue et de la culture française de par le monde. Donc ça, c'est le but essentiel.
Donc dans certains pays, si vous voulez, l'action culturelle est plus marquée que dans d'autres. Par exemple aux États-Unis, les alliances sont plus des centres culturels que des centres d'enseignement. Mais normalement, on doit développer les deux volets. Combien y a-t-il d'établissements et depuis quand existent-elles? Alors, dans le monde, il y a actuellement 1036 alliances qui sont réparties sur les 5 continents. Donc en fait, vous avez de très grosses alliances, comme par exemple en Amérique du Sud, au Mexique, en Argentine. Hein, ce sont de très très gros établissements qui ont plus de 10 000 élèves. Hein. Et puis après, vous avez des toutes petites alliances dans des coins très reculés, hein, comme par exemple en Patagonie ou en Sibérie. Et c'est un petit peu le charme de ce réseau. Hein. C'est qu'en fait, on essaye de diffuser notre culture et notre langue dans tous les points du monde. Hein. D'accord. Et nous savons que vous avez été professeur de français. Et pouvez-vous nous raconter quelle expérience a été la plus positive ou enrichissante? Alors, j'ai enseigné le français dans un établissement secondaire pendant 35 ans. Non, 32 ans. Donc en fait, voilà, j'ai eu énormément d'expériences positives, négatives. Hein. Mais bon, on garde le positif, bien sûr, à la fin d'une carrière professionnelle. Et dans l'ensemble, je peux dire que j'ai été très, très satisfaite de mon métier. Mais pas simplement du point de vue de l'enseignement de la langue française, d'un point de vue humain, parce que je pense que le rôle d'un professeur, c'est ça aussi, c'est en fait être très près de ses élèves, mais de par le côté humain, c'est-à-dire comprendre les élèves, savoir qu'un élève, c'est un individu, qu'on ne peut pas parler d'une classe entière, c'est-à-dire qu'en fait, chaque composant de cette classe est un individu et que donc on doit toujours se mettre à sa place pour essayer de finalement le faire avancer le mieux possible dans la matière qu'on enseigne. Donc c'est ça un petit peu ce que je pourrais vous dire. Bon, après, c'est vrai que on se rappelle toujours peut-être des élèves les plus brillants ou ceux qui après ont utilisé la langue qu'on leur a enseignée dans leur vie professionnelle. Hein. J'ai des élèves qui sont partis travailler en France, donc ça me remplit de satisfaction parce que je pense que c'est moi qui leur ai donné les premiers outils, hein, pour après réussir dans leur profession. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que l'enseignement de la langue française a changé tout au long de votre parcours professionnel? Oui, alors si je vous raconte mes premières années à l'Alliance française, mes premières années d'enseignement, alors je vais vous expliquer. En fait, on en était au début des méthodes communicatives et donc au lieu d'avoir un livre et un cahier, un crayon, donc le professeur avait à sa disposition des petits films que nous devions passer manuellement. Hein, c'était comme des diapositives qui étaient enchaînées les unes aux autres. Et en fait, on avait ces gros magnétophones où il y avait des phrases qui étaient donc enregistrées et on devait passer en même temps la diapositive qui correspondait à la phrase. Hein. Donc voilà, ça c'était les méthodes d'enseignement dans les années 80. Bon, donc vous voyez que la technologie a permis de faire de grands pas dans l'enseignement des langues. Oui. Et je pense que maintenant, quelqu'un qui veut apprendre une langue, n'importe quelle langue, a énormément d'outils à sa disposition. Internet, les médias, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir entendre la langue, de pouvoir faire des exercices de compréhension orale, etc., qu'au début de ma carrière. Qu'est-ce que vous diriez à un enfant ou un jeune pour les convaincre d'apprendre le français? Alors, en fait, je crois que c'est assez simple. On est dans un monde complètement globalisé.
Donc c'est vrai que maintenant l'anglais est une langue, si vous voulez, ce qu'on appelle une langue véhiculaire, c'est-à-dire que en fait c'est la langue internationale, disons. Hein. Mais vous vous rendrez compte, quand vous chercherez peut-être du travail, que finalement le seul fait de savoir l'anglais ne va pas vous ouvrir les portes de certaines entreprises, parce que en fait maintenant ce que les entreprises recherchent, ce sont des personnes qui parlent plusieurs langues, et notamment à des niveaux élevés. Hein, c'est-à-dire que si vous présentez dans votre CV un B1, par exemple, ça ne va pas suffire. Hein. On va vous demander minimum B2, voire C1, dans les langues que vous apportez. Hein. Donc voilà, donc vous apporterez l'anglais. Mais après, si vous avez par exemple le français, si vous avez même d'autres langues, hein, l'allemand, le chinois, le russe, enfin bon, ce sera toujours un plus pour vous, et surtout pour vous départager par rapport à d'autres concurrents potentiels pour un poste que vous briguez. Hein. Donc le français, voilà, c'est une langue internationale, c'est la langue de la diplomatie, c'est la langue de la poste, et c'est vrai que c'est aussi un plus dans votre formation, et aussi dans la carte de visite que vous présentez. Hein. Ça veut dire que vous avez eu des inquiétudes, que vous n'êtes pas limité simplement à l'anglais. Et ça aussi, ce sont des choses qui sont assez valorisées par les ressources humaines des entreprises. Mm-hmm. Donc, comment la langue française peut-elle nous aider d'un point de vue professionnel? Ben, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que en fait, bon, alors après, bien sûr, si vous travaillez dans un secteur où le français est très porteur et est indispensable pour travailler dans ce secteur, ben, évidemment, il faudra que vous apportiez des connaissances de français. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'en fait, l'apprentissage d'une langue, c'est aussi une culture, c'est aussi un apport de culture générale pour vous. Et comme je vous ai dit avant, c'est une carte de visite que vous avez à présenter, et qui peut vous ouvrir des portes, hein, qui, dans le cas contraire, vous serez fermé. Hein. D'accord. Selon vous, quelles sont les grandes différences entre la France et notre pays? Alors ça, c'est une vaste question. Je réfléchis à ça depuis mes nombreuses années de séjour ici en Espagne. Et c'est vrai qu'on fait partie de l'Europe, donc on a tous beaucoup de similitudes. Mais en même temps, je pense que le caractère français et le caractère espagnol est différent. Et voilà, après, il faudrait beaucoup détailler, mais ce que je peux vous dire, c'est que, je ne sais pas, les Français sont peut-être plus sérieux, les Espagnols peut-être aiment plus, voilà, c'est peut-être des stéréotypes aussi, hein, mais moi, enfin, dans ma vie entre les deux pays, je pense que bon, ça peut se vérifier. Hein. D'ailleurs, les Français, quand ils viennent en Espagne, souvent ils disent « Ah, je vais m'amuser, je vais faire la fiesta. Hein ». Voilà. Donc, voilà, les Français sont peut-être moins, moins dans les sorties, dans la fête, etc. Ils sont plus repliés peut-être sur leur propre foyer. Hein. Bon, ça ne signifie pas que les Français ne savent pas aussi faire la fête. Hein. Maintenant que vous êtes à la retraite, envisagez-vous de retourner en France? Alors, moi, en fait, je vis pratiquement à cheval entre les deux pays, parce que finalement, la France, c'est très près de l'Espagne. Donc, moi, je retourne en France très souvent, puisque j'ai encore
des racines là-bas et j'ai la possibilité de séjourner pendant plusieurs semaines là-bas. Donc en fait ma vie, voilà, elle est à cheval entre les deux pays. Je n'ai pas envisagé de retourner définitivement en France parce que j'ai des enfants ici en Espagne et en plus j'ai un fils qui est aux États-Unis aussi. Donc ça ne m'est pas passé par l'esprit. Je veux garder les deux bons côtés. C'est bon. Et qu'est-ce qui vous manque le plus de la France? La nourriture. La nourriture, oui, parce que en fait, j'aime beaucoup les fromages français, j'aime beaucoup. Bon, moi, je viens bon, même si j'ai étudié à Paris, je vais toujours en vacances en Bretagne, donc les produits bretons, les galettes, le cidre, voilà. Donc c'est un peu ce qui me manque. En parlant de la nourriture, aimez-vous les escargots? Alors, les escargots, ça c'est très français. Pas forcément. Je les mangeais quand j'étais petite, mais c'est vrai que maintenant, c'est pas un plat pour lequel je vais faire des folies, disons. Et maintenant que Noël approche, comment allez-vous les célébrer? En fait, Noël, je vais célébrer Noël ici, en Espagne, en famille. Et voilà, je vais le célébrer avec les produits que je trouverai ici. Avec les beaux produits galiciens aussi. Hein. Voilà. Et pour les fêtes de Noël, est-ce que vous préparez un menu spécial ou respectez-vous les traditions françaises? Alors, à la maison, c'est vrai qu'on essaye de respecter les traditions françaises parce que pendant de nombreuses années, quand mes enfants étaient petits, on allait passer Noël en France, chez leurs grands-parents. Donc, ils ont été habitués à la tradition française. Bon, ici, si on veut vraiment parler de gastronomie française, c'est plus compliqué. Par exemple, un plat typique de Noël, c'est la bûche de Noël. Hein. Et ici, on ne trouve pas de bûche de Noël. Donc, soit on la fait soi-même, soit on ne peut pas respecter complètement les traditions, disons. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Oui. Et puis voilà, et puis je vais vous voir maintenant pour la remise de diplôme. Merci.